Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième conférence du premier tour de D4 en cardiologie. Cardiologie, une grosse matière, donc à Conf Raphaël, on a décidé d'assurer le coup clairement avec deux conférences, avec beaucoup de dossiers, puisque je vous l'avais déjà dit, mais la cardiologie, c'est l'une des matières omniprésentes à l'ECNI. On a chaque année depuis 2004, vous ne pouvez pas faire l'impasse. On regarde ensemble les corrections, on commence par le dossier 1, on regarde ensemble l'énoncé, comme on l'avait fait sur la première conférence, puisque vous le savez, l'énoncé, c'est le moment où déjà vous ouvrez tout un tas de réflexes, tout un tas de tiroirs dans votre tête, et surtout vous ne passez pas à côté d'urgence pour le patient. Une patiente de 44 ans consulte aux urgences de votre hôpital alors que vous êtes de garde. Donc déjà, c'est toujours important de se replacer dans le cadre. On est aux urgences et donc que ce soit sur le plan diagnostique ou thérapeutique, il faudra avoir des propositions cochables que vous allez cocher qui sont dans le cadre de l'urgence. C'est important. Elle se plaint d'une douleur thoracique lancinante. Déjà, douleur thoracique, c'est vraiment le symptôme maître de ce dossier. On va revoir ça ensemble, on va le décortiquer. Mais je réinsiste sur cette notion qui me paraît fondamentale pour le CNI. Soyez toujours attentifs aux motifs d'hospitalisation. En effet, il est fréquent pour les dossiers de l'ECN où on est comme ça, un florilège de symptômes à la fois cliniques, biologiques, radiologiques, et parfois on est un petit peu perdu. Partez toujours de l'origine de l'histoire. Et l'origine de l'histoire, c'est pourquoi le patient consulte. Cette dame, elle consulte pour une douleur thoracique, c'est le T0 de votre réflexion, l'origine. Lancinante depuis ce matin, donc on est sur une douleur aiguë. À l'examen physique, vous notez une nette turgescence jugulaire sans œdème des membres inférieurs. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. En D4, il ne faut plus hésiter. La turgescence jugulaire, vous le savez, c'est un signe d'insuffisance cardiaque droite, aiguë et ou chronique, tandis que les œdèmes des membres inférieurs sont plutôt en faveur de la chronicité d'une insuffisance cardiaque droite. Autrement dit là, quand on vous décrit comme ça, turgescence jugulaire, d'ailleurs, et ou reflux hépatojugulaire, sans œdème des membres inférieurs, on est dans un dossier d'insuffisance cardiaque droite aiguë. L'auscultation pulmonaire est normale. Ça, c'est un point important. C'est avant tout, on est dans un dossier de cardiologie pour vous évoquer qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque gauche, on est d'accord, où on aurait des crépitants bilatéraux, symétriques, prédominants aux bases, déclives, remontant éventuellement jusqu'à hémichant. Donc là, on est dans un dossier finalement très particulier avec une insuffisance cardiaque droite aiguë, isolée, sans insuffisance cardiaque gauche, avec comme symptôme fonctionnel principal une douleur thoracique lancinante brutale depuis ce matin. La patiente ne présente aucun antécédent, hormis une BPCO diagnostiquée depuis 1 an. Alors la BPCO, c'est donc une pathologie pulmonaire qui, vous le savez, peut donner une insuffisance cardiaque droite, aiguë, pas vraiment, plutôt une insuffisance cardiaque droite chronique, nous allons y revenir. Enfin, ce n'est pas traité dans le dossier, mais une BPCO à l'âge de 44 ans chez une femme, ça doit un petit peu vous titiller. Vous savez que la BPCO la plus fréquente, c'est la BPCO post-tabagique qui apparaît plutôt chez l'homme de plus de 65 ans, volontiers tabagique, actif. Femme de 44 ans, il faut avoir une pensée pourquoi. Si ce n'est pas le tabac comme cause de BPCO, je suis sûr que vous l'avez en tête au niveau des 4. Un déficit en alpha-1 antitrypsine, d'accord, qui donnerait de l'emphysème panlobulaire, emphysème panlobulaire qui ferait le lit de cette BPCO. Pas traité dans ce dossier, encore une fois, on ne peut pas tout vous faire, mais ça, c'est à avoir en tête absolument. Très bien. Première question, quel est votre diagnostic syndromique complet? On l'a dit, vous avez vu juste en décortiquant l'énoncé. La réponse, c'est donc la réponse C, une insuffisance cardiaque droite, isolée et pas gauche ni globale parce qu'il n'y a pas de crépitant, et aiguë parce qu'on a la turgescence jugulaire sans œdème des membres inférieurs. Question classique, facile, vous ne pouvez pas vous tromper sur celle-là. On passe au QCM suivant. Quel diagnostic, entre parenthèses S, soyez toujours attentifs à ces questions avec entre parenthèses S très fréquentes pour le CNI, devez-vous évoquer devant cette insuffisance cardiaque droite aiguë?
Alors ça, c'est une question de cours, les amis. Il faut absolument, c'est pour ça que je vous ai posé, que j'ai décidé de vous poser ce dossier hautement tombable, avoir en tête les étiologies d'insuffisance cardiaque droite isolée aiguë. Et là, il faut évoquer en premier lieu une possible exacerbation de BPCO. C'est la proposition A qui était à cocher. Ça ne reste pas le diagnostic le plus probable. En B, infarctus du myocarde avec une extension au ventricule droit. Bien sûr, c'est à cocher. L'embolie pulmonaire, j'espère que c'est clair pour vous les amis. À l'ECNI, toute insuffisance cardiaque droite aiguë est une embolie pulmonaire jusqu'à preuve du contraire, déjà tombée plusieurs fois à l'ECN depuis 2004, un incontournable. Et enfin, la proposition E, le pneumothorax compressif, ou un synonyme important, la tamponnade gazeuse. Qu'est-ce qui se passe simplement dans le pneumothorax compressif, que l'on comprenne? On a donc à ce niveau-là le cœur, au-dessus du cœur la veine cave supérieure, en dessous la veine cave inférieure, assurant le retour veineux jusqu'au niveau de l'oreillette droite. Eh bien, le pneumothorax compressif, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, va entraîner une compression de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure, bloquant le retour veineux, entraînant donc l'équivalent d'une tamponnade péricardique. Vous le savez, à l'ECNI, j'en profite, vous êtes en D4, là je vous nourris de tout un tas de détails. 2 tamponnades pour vous à l'ECNI, la tamponnade péricardique, pardon. Autant pour moi, la tamponnade péricardique avec un épanchement dans le péricarde qui est compressif, et 2, la tamponnade gazeuse ou synonyme pneumothorax compressif. Troisième question, quel examen demandez-vous en urgence au singulier? Et là, il faut que ce soit extrêmement clair pour vous. L'examen à demander en urgence devant une insuffisance cardiaque droite aiguë, c'est l'échographie transthoracique, l'ETT, indispensable. Pourquoi? 1, pour immédiatement éliminer la tamponnade péricardique et donc rechercher un épanchement abondant et compressif. Premier point. Diagnostic à éliminer en priorité, puisque si c'est une tamponnade péricardique, c'est une indication formelle à un drainage en urgence péricardique. Et puis, deuxième élément, rechercher des arguments pour une embolie pulmonaire, notamment une dilatation des cavités droites, un septum paradoxal. Ce sont des choses qui sont bien décrites dans vos livres. D'accord? Ça, c'est vraiment un réflexe important pour vous le jour du concours. Insuffisance cardiaque droite aiguë, l'échographie cardiaque au lit du patient en urgence, sous-corticale. J'en profite juste pour faire une petite digression sur la tamponnade péricardique, qui est un grand classique des dossiers progressifs pour le CNI. Attention, la tamponnade péricardique, ce n'est pas simplement un épanchement abondant. Épanchement abondant n'est pas égal à tamponnade péricardique, ça je dis non. Ce qui pose le diagnostic de tamponnade, c'est le caractère compressif de l'épanchement sur l'oreillette droite et sur le ventricule droit, autrement dit sur l'ensemble des cavités droites. C'est capital. Un petit QCM bonus que je vous livre comme cela. Quels sont les 2 éléments d'évolution les plus importants pour prédire d'une aggravation d'un épanchement péricardique vers la tamponnade? En 1, la rapidité de constitution de l'épanchement péricardique, et en 2, son abondance. Retenez donc, et je vous assure que cette question est tombable, qu'un épanchement péricardique même de faible abondance peut entraîner une tamponnade péricardique à condition que cet épanchement se soit constitué extrêmement rapidement. Ok? Très bien. Question suivante, QCM 4. L'échocardiographie réalisée en urgence montre donc des cavités droites dilatées, une absence de lame péricardique, donc les cavités droites dilatées sont en faveur de l'insuffisance cardiaque droite aiguë, jusque-là tout va bien. L'absence de lame liquidienne péricardique nous permet d'éliminer la tamponnade péricardique, vous l'avez compris. Un ventricule droit hypokinétique, mais avec une bonne cinétique segmentaire du ventricule gauche, autrement dit une souffrance qui semble isolée au ventricule droit, ce qui colle à la clinique, puisque je vous le rappelle, il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque gauche. Un septum paradoxal qui se voit également dans les insuffisances cardiaques droites aiguës, les grandes surcharges droites. Et enfin, et non des moindres, j'espère qu'en D4, les amis, vous avez tiqué là-dessus, une image hyper-échogène en transit dans les cavités droites. C'est quoi ça, les amis, cette image en transit dans les cavités droites?
Bah oui, c'est un thrombus, n'est-ce pas, capital, et on va voir quel diagnostic ça nous permet d'évoquer avec extrêmement de force. Quel diagnostic retenez-vous? Bien, là, il n'y a plus qu'un seul diagnostic à évoquer, c'est l'embolie pulmonaire. Hein, si vous m'évoquez autre chose, c'est zéro immédiatement à la question, ça n'a aucun sens. Est-il fréquent de voir des thrombus en transit au sein des cavités droites prêtes à continuer l'embolisation au niveau de l'artère pulmonaire? Non, c'est relativement rare, autrement dit une faible sensibilité. Par contre, lorsque c'est présent, c'est très en faveur d'une embolie pulmonaire, on dit que c'est un signe très spécifique. On continue avec le QCM suivant, numéro 5. Le diagnostic d'embolie pulmonaire est donc évoqué. Évoqué, je n'ai pas dit confirmé. Votre externe tente alors de comprendre pourquoi cette patiente est à risque de faire une embolie pulmonaire. Pour ce faire, il se réfère à une notion que je pense vous connaissez, de physiopathologie, la triade de Virchow, qui permet d'expliquer la physiopathologie des facteurs de risque de maladies thromboemboliques veineuses. Petite question de cours, ça les a mis en D4, c'est du 100% de bonnes réponses. Quels sont les 3 éléments de cette triade physiopathologique? En 1, l'altération de la paroi du vaisseau, d'accord, premier élément à retenir. En 2, une hypercoagulabilité, et donc là, c'est vraiment d'un point de vue qualitatif que le sang est épais, et donc on a de réelles anomalies à type d'anomalie de l'hémostase, on va y revenir. Et enfin, une stase veineuse, et donc vous le savez, tout ce qui correspond à obésité, œdème des membres inférieurs, insuffisance veineuse chronique, tout ce qui tend à ralentir le flux veineux, favorise l'agrégation et la formation d'un thrombus étant directement lié à la maladie thromboembolique veineuse. Attention, cette petite question, pas si difficile, elle est là pour vous faire une piqûre de rappel quant à la physiopathologie, les amis. Le jour J, vous aurez des questions de physiopathologie, c'est clair et net. Depuis 2004, à l'ECN rédactionnel, on en avait de manière extrêmement régulière. Et d'ailleurs, en général, c'était des questions assez discriminantes. Les étudiants n'aiment pas trop la physiopathologie. Moi, je vous invite pour chaque pathologie d'avoir les grandes notions physiopathologiques abordées dans le collège et dans les livres de référence, de manière à pouvoir répondre à ce genre de QCM, pas si compliqué à condition d'avoir lu le cours une fois. Et puis, ça vous permet de comprendre quand même ce qu'il se passe. Et je vous assure que comprendre le jour J, ça apporte beaucoup de points. QCM suivant, QCM numéro 6. La BPCO est un facteur de risque important de survenue d'embolie pulmonaire. On se rappelle, début d'énoncé, n'oubliez pas le jour J, ce sera difficile, il y aura du stress, il y aura de la tension, mais il faut essayer de mémoriser la totalité du dossier clinique, de mémoriser la totalité du patient, là de la patiente en l'occurrence, qui était BPCO, on l'avait vu. Et donc là, on vous le dit à l'affirmative, c'est un facteur de risque d'embolie pulmonaire, qui fait donc partie de la triade de Virchow. Et on vous pose la question, par quel mécanisme principal? Très jolie question, pareil, vous l'avez lu une fois, vous connaissez la réponse. C'est par un phénomène de polyglobulie chronique. Je vous l'explique très simplement. Les patients BPCO ont tendance, comme d'ailleurs un certain nombre de patients insuffisants respiratoires chroniques, on peut élargir le domaine, à avoir une hypoxémie chronique, un manque chronique d'oxygène, et donc le corps, pour pallier à cela, produit plus de globules rouges, c'est ce qu'on appelle, vous le savez, une polyglobulie. Or, quand on a trop de globules rouges, eh bien, on a un sang qui est plus épais. Autrement dit, ce mécanisme de polyglobulie chronique rentre dans la triade de Virchow en numéro 2, l'hypercoagulabilité du sang. Un dernier point. C'est pas toujours pathologique, cette polyglobulie. Je vous rappelle juste comme ça pour que vous ayez en tête toute cette physiologie du corps humain qui reste sympathique. C'est que les sportifs de haut niveau, footballeurs, rugbyman, etc., vous savez, quand ils se préparent à une grande rencontre, que ce soit les championnats du monde, olympiques, etc., très souvent, ils vont s'entraîner où? En haute montagne. Pourquoi? Parce que l'air y est appauvri en oxygène et donc ils produisent plus de globules rouges pour compenser à cela, et quand ils reviennent à une altitude du niveau de la mer, eh bien, ils ont plus de globules rouges que les autres, et donc cela augmente leur endurance et leur capacité à retenir de l'oxygène. Je suis sûr que vous le saviez, mais
voyez, c'est ce genre de notions toutes simples qui sont connues d'un grand nombre de gens qui ne sont pas forcément en médecine, finalement là s'appliquent extrêmement bien en extrapolant à ce QCM lié à la BPCO et qui n'est pas finalement si évident de prime abord. QCM7, alors l'image que je vous propose est l'équivalent à peu de choses près d'une image tombée à l'ECN en 2012 avec un angioscanner thoracique multibarrette. Angioscanner signifie qu'il est injecté. Là, vous le voyez très bien, hein, on a des vaisseaux, que ce soit l'aorte ou l'artère pulmonaire, qui sont bien sûr avec du produit de contraste bien hyper dense que l'on peut voir, finalement réalisé. Et donc la question de les légendes, je vous mets ma main à couper que vous aurez le jour J des légendes à compléter. Depuis 2004, je pense qu'on a dû avoir cette question à 3 reprises. C'est pas anodin en rédactionnel. Et vous, en QCM, ça se prête extrêmement bien. Donc on a quoi? On regarde ensemble sur l'image. On a en 1, en section axiale, une coupe de l'aorte thoracique ascendante, je vais y arriver, qui part donc du ventricule gauche, puis la crosse de l'aorte qui n'apparaît pas sur ce plan de coupe, puis un retour au niveau de l'aorte thoracique descendante au niveau du numéro 3. D'accord. Le numéro 2, lui, correspond au tronc de l'artère pulmonaire commune. Numéro 4, attention, souvent ça vous gêne un petit peu, c'est la veine cave supérieure qui est juste là boulée à cet endroit-là. Et enfin, en numéro 5, nous avons le parenchyme pulmonaire. Alors j'insiste ici, c'est une très belle image où on a le thrombus qu'on visualise en gris ici, donc gris qu'on dit hypoéchogène, et qui est finalement à cheval sur les 2 artères pulmonaires, l'artère pulmonaire gauche et droite. Autrement dit, c'est une embolie pulmonaire proximale, bilatérale, très probablement mal tolérée. Parmi les légendes proposées, on l'a dit, donc je vous les ai faites à l'oral pour que ce soit clair, et donc les 2 vrais dans notre QCM, c'était donc le tronc commun de l'artère pulmonaire, proposition B, et proposition C, en 3 l'aorte descendante. D'accord ? Enfin, la proposition E, ce n'était pas le parenchyme pulmonaire gauche, mais bien le parenchyme pulmonaire droit, puisque vous le savez, sur un scanner thoracique en coupe, on regarde le patient par-dessous les pieds, autrement dit, la droite est à gauche et la gauche est à droite, un grand classique. QCM suivant, QCM 8, QCM un tout petit peu de précision, rien de bien méchant, mais pareil, il faut être précis le jour J. Le diagnostic d'embolie pulmonaire de gravité intermédiaire est confirmé. On va revoir ce que c'est dans quelques secondes. La tolérance respiratoire est bonne. Alors, on se fait un petit focus rapide. Je veux que ce soit clair pour vous. Il y a 2 éléments de gravité d'une embolie pulmonaire. La première, clairement, c'est la tolérance respiratoire. Vous le savez qu'un certain nombre d'embolies pulmonaires ont un versant extrêmement hypoxémique qui nécessite une intubation orotrachéale pour une ventilation mécanique. Et puis, deuxième critère de gravité, une gravité hémodynamique avec une grande insuffisance cardiaque droite aiguë, un état de choc. Quel est le traitement là-dessus? Ça, faut que ce soit 100%. Embolie pulmonaire avec état de choc réfractaire, un traitement, la thrombolyse. Là, il ne faut pas hésiter, malgré le risque hémorragique, il faut thromboliser les patients. C'est une recommandation, vous le savez, de l'ESC 2014. Ça ne doit pas faire de doute pour vous le jour J, c'est extrêmement tombable. J'arrête avec mes digressions, vous allez dire que je vous raconte la cardio en long et en large, on en revient au dossier. Vous décidez d'introduire une oxygénothérapie adaptée chez cette patiente, qui, je le rappelle, a une bonne tolérance. Quel est l'objectif de saturation en oxygène que vous indiquerez sur votre prescription dans ce contexte? Alors attention, je pense qu'un certain nombre d'entre vous auront répondu une saturation supérieure à 95%, réponse D. Ça, c'est 0 à la question. Attention, il fallait absolument tilter au fait que la patiente soit BPCO. Or, pour vous, c'est un réflexe. Patient BPCO le jour J, objectif de saturation à 88-92%. Donc, on a des objectifs de saturation qui sont inférieurs par rapport aux autres patients, puisque vous le savez, chez un patient tout venant, on a bien un objectif de saturation à 95%. Pourquoi ce 88-92? D'abord parce que le patient s'est adapté à cette hypoxémie chronique et que le fait d'augmenter, lui apporter trop d'oxygène pourra être délétère chez lui.
notamment à un premier niveau en termes d'un risque d'intoxication à l'oxygène directement, qui peut avoir une toxicité neurologique. Et puis deuxièmement, ça peut créer une adaptation sur le plan de la capnie qui peut être à l'origine d'une hypercapnie, qui, vous le savez, est un signe de gravité chez les patients BPCO dans ce contexte de troubles ventilatoires obstructifs. QCM suivant, dans le cadre du bilan étiologique de cette embolie pulmonaire, vous décidez de prescrire des examens complémentaires. Quels examens prescrivez-vous? Alors, attention encore une fois d'ouvrir son cerveau, son livre à la bonne page le jour J. Regardez la question est fermée dans le cadre du bilan étiologique. Le diagnostic d'embolie pulmonaire est fait, vous le savez, une embolie pulmonaire n'arrive pas chez monsieur et madame tout le monde comme cela, et ça doit pousser à un certain nombre d'explorations pour éliminer des diagnostics de gravité. Alors en premier lieu, les bêta-HCG plasmatiques. Alors ça fait débat, j'en suis certain. Vous vous dites 44 ans, est-ce qu'elle est ménopausée, pas ménopausée, on ne nous en parle pas. Je veux que ce soit clair pour vous. Le jour de l'ECNI, vous avez vu, volontairement, je ne vous l'avais pas abordé en réflexe dans l'énoncé. Mais finalement, il faut l'avoir en réflexe dans l'énoncé systématiquement. Toute femme de moins de 50 ans, sans qu'il vous ait précisé qu'elle est ménopausée, doit avoir un test de grossesse sans réfléchir. Il faut que ce soit clair pour vous. Il y a encore des grossesses chez des patientes qui ont comme ça 40, 45, 48, même parfois plus de 50 ans. Dans la vraie vie, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc la question, elle peut vous être posée. Et à mon sens et au sens d'un certain nombre des écrits du Collège des enseignants de gynéco-obstétrique, en dessous de 50 ans, on ne peut pas vous en vouloir de cocher bêta-HCG plasmatique. Et là, plus que ne pas vous en vouloir, c'était pas cocher 0 pour que ça vous marque. Le jour J, ça vous le cochez. Mammographie bilatérale, pareil, c'est une recommandation assez précise. L'objectif, c'est de ne pas passer à côté d'un cancer du sein. En effet, vous le savez, l'obsession devant une embolie pulmonaire, c'est que l'embolie pulmonaire ait été causée par un cancer. Cancer qui, par différents facteurs, et notamment une majoration de l'hypercoagulabilité, une production d'un certain nombre de toxines qui peuvent entraîner une altération de la paroi vasculaire, favorise clairement les cancers, clairement les embolies pulmonaires. Et donc, par argument de fréquence, les cancers à traquer absolument, c'est chez la femme, mammographie bilatérale systématique. Et puis, réponse C, test de recherche de sang dans les selles hémocultes 2, vous le savez, pour rechercher un cancer du côlon. Ce n'était pas proposé ici, mais également la radio de thorax et, au moindre doute, le scanner thoracique que la dame a eu de toute façon, doivent être proposés pour éliminer de principe un cancer du poumon. Autrement dit, vous l'avez compris, le bilan étiologique d'une embolie pulmonaire est largement dominé par la notion de fréquence. PSA total et libre qui se recherche dans un contexte de cancer de la prostate. Si vous le mettez chez une femme, les amis, ça ne va pas le faire. Le jour J, on viendra vous sanctionner. L'IRM pelvienne n'est jamais faite en première intention dans du dépistage. Question suivante. Alors là, c'est vraiment une question up to date, comme on aime dire, c'est-à-dire c'est une question qui vient vous challenger sur la recommandation liée à l'embolie pulmonaire de l'ESC 2014, qui vous a été d'ailleurs traité en conférence de consensus par Benjamin Planquette de manière extrêmement précise et extrêmement compréhensible pour vous, une recommandation pas si évidente, il vous la clarifie. Regardons cette question que je vous pose pour venir un peu vous titiller sur cette reco. Hautement tombable, les amis. Vous n'allez pas au concours sans connaître cette recommandation. Votre seigneur vous demande d'évaluer la gravité de cette embolie pulmonaire. Donc vous avez déjà un petit peu en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure, vos deux obsessions respiratoires et hémodynamiques, et notamment cardiaque. Une fréquence cardiaque à 115 par minute. Bon, une embolie pulmonaire tachycarde, vous le savez que c'est le grand classique, le signe le plus fréquent, le plus sensible sur une embolie pulmonaire. Une pression artérielle à 125/87, donc pas de catastrophe. Je vous rappelle qu'un état de choc est défini par une systolique inférieure à 90, là elle est à 125. Une diastolique inférieure à 60, et là elle est à 87. Et enfin, je vais y arriver, vous avez vu avec les chiffres, on peut vite s'embrouiller. Et enfin, une pression artérielle moyenne qu'on peut calculer inférieure à 65. Donc là, pas d'état de choc. Une saturation à 93%, ça vous plaît ça, 93%? Bon, on avait dit objectif 88-92, on est un tout petit peu au-dessus. En tout cas, on ne va pas crier au scandale au sens où la patiente n'est pas dans un contexte d'hypoxémie. À la biologie, on a une troponine à 0,9. Alors,
troponine le jour J. Une troponine est dite positive au-dessus de 0,05, 0,07 selon les normes du laboratoire. Pour tout vous dire, quand ça sort à l'ECNI, on vous donne la norme de la troponine. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'entre 0,05 et 1, on ne sait pas très bien ce que la troponine veut dire. Elle signe une souffrance du myocarde, mais on ne sait pas très bien quoi en faire. On n'est pas loin du 1, là on est à 0,9. Et puis j'aimerais que vous reteniez l'idée qu'une troponine supérieure à 1 le jour J est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Et donc, dans un contexte compatible avec un infarctus, c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est un grand axe. Tropo supérieur à 1, infarctus jusqu'à preuve du contraire. BNP à 24, ça vous le savez, c'est une recommandation de l'ESC 2012, confirmée de l'HAS 2012. Ils se sont mis d'accord la même année. Un BNP inférieur à 400 élimine une insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est dans l'item ESC 2012, mais surtout là dans l'ESC 2014, l'embolie pulmonaire, accrochez-vous les D4. Là, je vous stimule à plein régime. Un BNP inférieur à 400 n'est pas un signe de gravité. Parmi les propositions suivantes, donc, les amis, concernant la stratification du risque de mortalité dans les 30 jours, là on est au cœur de la recommandation, lesquelles de ces affirmations sont justes? Donc le score de PESI simplifié que je vous demande de connaître absolument, je le redis, précisé par Benjamin Planquette, est égal à 3. En effet, on a 3 facteurs. D'abord, elle est BPCO, ne l'oublions pas, vous avez vu que BPCO, mine de rien, on l'aura beaucoup utilisé tout au long du dossier et je vous demande d'avoir cette culture de mémoriser le terrain des patients. C'est capital, c'est vrai à l'ECNI, c'est vrai dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, si on oublie l'antécédent d'un patient, qu'on ne le prend pas en compte dans notre prise en charge, ça ne va pas le faire. On aggrave le patient, on ne lui rend pas service. 1 BPCO, 2 une fréquence cardiaque supérieure à 110 dans la recommandation et 3 des signes d'insuffisance ventriculaire droite. Et le P, c'est donc une P de gravité intermédiaire fort avec un VD, un ventricule droit qui est dit dilaté. Je vous le rappelle, c'est notre résultat d'échographie cardiaque. Et enfin, une troponine qui est positive. Et effectivement, comme ça, une troponine inférieure à 1, ça colle plutôt bien à une embolie pulmonaire. Mais encore une fois, tout peut se voir. On peut avoir une embolie pulmonaire avec une troponine à 1,5, à 2, à 3. OK ? Troponine, c'est juste une alarme pour aller plus loin. Alors, maintenant qu'on a traité de ce dossier, j'aimerais juste revenir avec vous sur quelques points. C'est comme ça que je vous propose les choses pour cette deuxième conf de la recommandation. Benjamin Planquette, vous en avez beaucoup parlé, j'en remets une couche tellement c'est important. Avec d'abord une stratification initiale du risque, vous le savez, avec une question à vous poser. Est-ce que le patient est en état de choc? Systolique inférieur à 90, diastolique inférieur à 60, pression artérielle moyenne inférieure à 65. C'est tout. Première question à se poser. Avec l'idée que si on a bien, une hypotension, on est dans le groupe à haut risque de mortalité à 30 jours. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Les amis, embolie pulmonaire, état de choc, on thrombolise. Parfait, sans discuter. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on voit sur la diapositive, le nom, not high risk, on n'est pas dans un contexte de haut risque. Et bien là, la recommandation est très claire, il faut évaluer le score PESI simplifié qui va nous permettre de manière encore plus précise de stratifier le risque de mortalité à 30 jours. Alors voyons voir ce qui donne ce score de PESI simplifié. Je le redis, nouveauté 2014. Alors il y a 2 scores, le PESI classique et le PESI simplifié. Tous les PUPH s'accordent pour dire qu'il faut connaître le PESI simplifié uniquement. Et en fait, c'est assez facile. Dès qu'on a au moins un point parmi ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critères, alors on a une P de risque intermédiaire. Ces critères, regardons-les ensemble. D'abord, un âge de plus de 80 ans. Une embolie pulmonaire, quand on a plus de 80 ans, ça ne fait jamais du bien. Un cancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de récidive important. Il y a des comorbidités associées importantes. Une insuffisance cardiaque, vous l'imaginez bien. Vous le savez, l'embolie pulmonaire correspond à quoi? Un thrombus au niveau de l'artère pulmonaire, donc un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Autrement dit, ça va majorer une insuffisance cardiaque droite existante. 4. Une pathologie pulmonaire chronique. Et je vous le donne dans le mille, la recommandation cite en premier lieu la BPCO, encore elle, qu'on a utilisée depuis le début de la conférence. Encore une fois, ce lien étroit entre cœur et poumon. C'est pour ça qu'il faut absolument travailler de concert entre cardiologue et pneumologue. Une fréquence cardiaque supérieure à 110 par minute, on en a parlé. Une systolique inférieure à 100 mm de mercure. Donc attention, vous avez vu, en dessous de 90, on est dans un état de choc. Et entre 90 et 100, j'insiste sur cette nuance,
on est dans le P de risque intermédiaire. Une saturation, enfin, à 90%, traduit une hypoxémie importante et de nouveau relate d'une P de risque intermédiaire. Alors l'arbre de stratification du risque, pareil, c'est assez joli. On regarde cela. Vous avez vu, ces différentes manières de vous présenter les choses. Je veux que ça rentre, les amis. Je ne suis pas là juste pour brasser de l'air avec vous. Et avec Conf Raphaël, on est là pour que les choses, elles rentrent, que vous ayez approprié le message et puis que vous n'ayez pas à y revenir 10 fois. C'est pour ça que je me répète un petit peu, c'est la base de l'enseignement, vous le savez. Donc on commence à droite de l'image. Je suis dans cette situation d'hypotension, de choc. On est dans le risque élevé et vous le savez, on va thromboliser, pas de discussion. Deuxième situation, regardez, on est tout à gauche, il n'y a pas d'état de choc et j'ai un PESI simplifié, SPESI à 0. Là, on est dans un contexte de risque faible de mortalité. Lorsqu'on est avec absence de choc mais qu'on a un PESI simplifié avec au moins un facteur, ce que je vous expliquais jusque-là, alors, 2 critères de gravité sont à évaluer. Un premier critère de gravité d'imagerie, à savoir une dilatation du ventricule droit, qui peut se voir, la recommandation le dit, sur 2 images. Un, l'angioscanner thoracique lui-même, et 2, un peu mieux, l'échocardiographie transthoracique. Si le ventricule droit est dilaté, alors on doit se référer au deuxième critère de gravité, qui sont les marqueurs biologiques. Le BNP, signe de dilatation des cavités cardiaques, et la troponine, signe d'ischémie des cavités cardiaques. Et vous le voyez, si j'ai un VD dilaté sans élévation des BNP troponine, le risque est intermédiaire. Et puis si j'ai à la fois le VD dilaté et une élévation BNP troponine, là on est sur un risque intermédiaire fort. Voilà ce dossier typique CNI, vous avez vu, qui mêle en fait cardio et pneumo, vous traitant à la fois d'embolie pulmonaire et de BPCO.